Alors oui, je mesure, Alex, à entendre ici énoncer le titre que j'ai très imprudemment donné à cette conférence, Écrire l'histoire de l'imaginaire, son ambition démesurée, sa présomption même, surtout en cette ville de Montréal, dont Alex Gagnon vous l'a rappelé, ont été publiés depuis plus de 30 ans un nombre extrêmement important d'ouvrages, d'articles décisifs sur cette notion d'imaginaire social. On a même envie de dire que c'est ici que la réflexion a vraiment pris corps, et dont le colloque que j'ai le plaisir d'ouvrir là porte à la fois l'histoire et prolonge les ambitions. Mais bon, il me faut d'emblée avouer que derrière le volontarisme ou l'optimisme excessif de ce titre, Écrire l'histoire des imaginaires, de cette phrase infinitive et définitive presque, se cachent surtout des doutes et des incertitudes, car loin de dessiner un quelconque programme idéal ou achevé, mon propos en restera un objet beaucoup plus humble et plus modeste, celui d'un historien. Et l'histoire, j'en suis bien conscient, n'est pas la science sociale la mieux armée pour aborder un tel sujet. D'ailleurs, beaucoup parmi vous viennent d'autres horizons disciplinaires. Celui d'un historien donc qui travaille depuis un peu plus de 20 ans, Alex l'a rappelé, sur ces questions. Donc en partant des objets empiriques qui furent et qui demeurent les miens, je me contenterai ici d'évoquer ce matin les difficultés, les choses trappes parfois, les chemins, mais aussi les vertus de ce que je suis de plus en plus enclin à nommer l'histoire des imaginaires. Et disons d'emblée, pour commencer, que la chose ne se présente pas de façon très simple ni très aisée pour l'historien ou l'historienne qui a décidé de traquer l'imaginaire. L'objet lui-même est très fuyant. De quoi s'agit-il? Le concept très complexe renvoie parfois à un tout lorsque l'on parle d'imaginaire collectif, et beaucoup d'historiens l'ont fait, parfois seulement à l'une de ses composantes ou de ses manifestations, lorsque l'on parlera d'imaginaire médiéval, d'imaginaire occidental, d'imaginaire, ou parfois seulement à l'une de ses petites composantes, l'imaginaire politique, l'imaginaire criminel, l'imaginaire médiatique, etc., etc. D'où l'embarras que la polysémie du terme porte en elle. Ce n'est pas le seul terme, on sait combien par exemple le terme de mentalité, on pourra en parler tout à l'heure, a trouvé dans sa polysémie même des ressources fortes. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et les choses se compliquent encore lorsqu'on examine l'état de la réflexion critique. Je vais revenir un petit peu sur ce que Alex l'a évoqué très brièvement tout à l'heure à cet égard, car le concept, s'il a fait l'objet de beaucoup de travaux, a fait surtout l'objet de travaux émanant de disciplines dont la relation à l'histoire est pour le moins problématique. La notion d'imaginaire est introduite par des psychanalystes, Jung. Elle suscite ensuite des approches substantielles de la part de philosophes, Bachelard, Castoriadis, déjà évoqué, Sartre également, d'anthropologues, Gilbert Durand, de littéraires, et notamment au Québec, où les travaux de Pierre Popovic ces dernières années me semblent avoir été déterminants. Je reviendrai sur ces travaux un petit peu plus tard, mais signalons d'entrée de jeu qu'ils sont parfois difficilement compatibles avec la démarche historique qui est celle que je représente et défends ici. Une troisième complication survient très vite aussi pour l'historien, liée à la suspicion évidente, naturelle, que suscite la notion. L'imaginaire, n'est-ce pas le faux, le fictif, le fantaisiste? Autant de données que l'historien ou l'historienne, soucieux de vérité et de factualité, n'a guère pour vocation d'étudier. Je pense que pour nous, une distinction donc s'impose d'emblée ici. L'imaginaire n'est pas l'imagination, ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de problèmes en anglais, où le terme imaginary, qui n'appartient pas traditionnellement au lexique britannique, où imagination était le terme, est en train de conquérir des petits. Mon ami et collègue Robin Wolf, qui travaille à l'université de Juneau en Alaska du Sud et qui est un autre des spécialistes, a beaucoup travaillé ces derniers temps sur les glissements en langue anglaise des termes imaginary, imagination. Enfin bref, mais pour nous, historiens, qui travaillons sur des traces tangibles, qui avons l'habitude d'avoir des sources clairement attestées. Pour nous,
Pour moi, en tout cas, l'imaginaire est une notion très matérielle. L'imaginaire s'incarne dans des objets, du dur, du solide, des livres, des images, des films, des chansons, des témoignages très concrets dont je peux tenter de reconstituer l'élaboration, la diffusion, l'appropriation sociale, que je peux tenter de compter, de quantifier, dont je peux suivre les transformations, les adaptations, les réadaptations. Ce point est capital, primordial, car il lève l'hypothèque selon laquelle l'histoire doit s'occuper de faits et non de fantaisie ou de fantasmes. Et oui, l'imaginaire qui intéresse les historiens et les historiennes est bien constitué de faits observables, de faits analysables, mesurables, au travers de sources très réelles et très matérielles. C'est un pan de l'histoire des représentations, terme qui renvoie lui aussi à des formes d'expression tangibles et matérielles, et aussi un pan de l'histoire culturelle. Ceci étant, parler d'histoire des imaginaires, comme je le fais ce matin, suppose aussi de régler d'emblée, tenter de régler un débat épistémologique qui a été important. Deux difficultés, me semble-t-il, doivent être évoquées qui ont fortement limité l'usage historien de la notion d'imaginaire. La première, Alex l'a évoqué tout à l'heure rapidement, est liée à l'histoire intellectuelle de ce concept. Outre qu'il semble s'opposer terme à terme à la factualité ou à la réalité, longtemps pensée comme le seul objet légitime de l'histoire, l'imaginaire a été introduit dans les sciences humaines et sociales par des disciplines qui n'ont jamais caché leur rejet ou leur déni de l'histoire. Initialement porté par la psychanalyse, puis par la philosophie, le concept a surtout été théorisé, vous le savez bien sûr, par l'anthropologie structurale. Gilbert Durand, lui-même élève de Gaston Bachelard, dans son ouvrage séminal de 1960 que je pense vous tous connaissez, les structures anthropologiques de l'imaginaire, dont l'écho scientifique et international a été décisif, a fortement limité l'incursion des historiens dans ce domaine, puisque vous savez que pour Bachelard, les archétypes qui fondent effectivement cet imaginaire social, le terme qu'il reprend d'ailleurs à la psychanalyse, les archétypes qui fondent l'imaginaire sont effectivement des thèmes fixés, des invariants universels, donc fondamentalement âne historique, se référant à des thèmes universels communs à toutes les cultures, et organisé en trois grandes instances fondatrices. Vous connaissez ce livre, historiquement stable. Aucune histoire de l'imaginaire ou des imaginaires n'est donc possible dans ces perspectives, l'histoire n'étant elle-même qu'un des imaginaires destiné à produire une sorte de cohérence générale ou de vérité transcendantale pour subsumer ces différents archétypes. Même si Durand, dans la première édition des structures anthropologiques de l'imaginaire, c'est 1960. Même si Durand, dans la seconde édition de son livre qui paraît une quinzaine d'années plus tard, assouplit son constat et admet la possibilité de ce qu'il appelle des tournants de sensibilité, son approche a d'autant plus intimidé les historiens qu'elle a suscité dans son sillage de nombreux travaux anthropologiques, littéraires, mythocritiques d'importance. Quant aux philosophes, Alex les évoquait, qui se sont penchés plus tard et dans une autre perspective sur cette notion, je pense bien sûr à Cornelius Castoriadis ou à Charles Taylor, ils ont été très peu discutés par les historiens, à tout le moins en France ou dans le monde occidental avant les dernières années. Donc l'introduction du concept s'est faite dans un contexte qui a fortement marginalisé la discipline historique, voire défendu l'idée d'une sorte d'impossible histoire des imaginaires. Pour un anthropologue comme Joël Thomas, auteur il y a quelques années d'une introduction aux méthodologies de l'imaginaire, l'imaginaire apparaît comme une sorte de dynamisme organisateur entre différentes instances fondatrices dans lesquelles l'histoire n'a absolument pas sa place. Alors bien sûr, on sait que des historiens ont réagi par la suite, que tout ce qu'on a appelé, pour aller vite, dans le sillage de l'œuvre de Lucien Febvre ou de Fernand Braudel, la nouvelle histoire, ont réagi face à et ont vigoureusement contesté cette approche et insisté sur les temporalités plus complexes qui affectent la société. On sait qu'effectivement, à partir de là, des historiens se sont mis à travailler dans des perspectives proches, mais, et c'est là la seconde difficulté, dans une extrême confusion lexicale et conceptuelle.
Je cite Alain Corbin dans la notice Imaginaires sociaux du dictionnaire d'histoire culturelle de la France contemporaine paru en 2010. Je le cite, l'histoire des imaginaires sociaux a longtemps été pratiquée sous d'autres dénominations. Oui, il a raison, mais ce n'est que repousser le problème un peu plus. Ces autres dénominations importent. Le problème réside moins, à mon sens, dans le recours à d'autres termes ou à d'autres catégories que dans le recours à d'autres termes ou d'autres catégories dont l'indécision conceptuelle était peut-être aussi forte ou aussi grande à l'époque. Alors oui, la nouvelle histoire que publient Jacques Le Goff, Jacques Revel et Roger Chartier en 1978 décrit l'imaginaire, je le cite, comme un des 10 concepts clés de l'école des annales, mais sans en proposer de définition ou sans en délimiter pour le moins les contours. Et dans ces travaux que nous connaissons tous, imaginaire est employé souvent en concurrence ou de façon très commode, comme synonyme ou équivalent d'autres notions très utilisées à l'époque, mentalité, croyance, représentation collective, représentation mentale, etc. etc. C'est bien sûr ce que relève Patrice Leblanc, le sociologue Patrice Leblanc, lorsqu'en 1994, il publie cet article assez important intitulé Réflexion sur un concept flou. De l'imaginaire, à l'époque, semble relever sans aucune difficulté les utopies, les idéologies, les rêves, les mythes, les mémoires collectives, les religions, les idéologies, etc. etc. Et l'ouvrage très célèbre de Georges Duby, intitulé Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, oscille entre la pensée du mythe, et il est là très influencé par l'œuvre de Dumézil, et la notion d'idéologie. Alors, lorsque François Hartog, en 1982, dans Le Miroir d'Hérodote, écrit, je le cite, « On est passé d'une histoire des mentalités à l'histoire de l'imaginaire », il va lui aussi peut-être un peu vite en constat. Un autre médiéviste, Jacques Le Goff, va alors tenter de préciser la notion, c'est peut-être l'historien qui l'a le plus utilisé, en s'efforçant de distinguer l'imaginaire, qu'il décrit comme la part créative, la part poétique, la part dynamique du champ des représentations, et sa partie reproductible, qu'il différencie effectivement du symbolique ou de l'idéologique. Mais malgré cette tentative-là, la notion continue d'être utilisée dans une très large indistinction, à l'image d'ailleurs du concept de mentalité, dont elle semble pour partie prendre le relais à partir des années 1980, tout en souffrant d'une certaine manière, en conséquence du même discrédit et de la même indécision. Alors bien sûr, beaucoup de travaux à partir de là ont été réalisés par des historiens dans cette perspective, pas tant que ça finalement, et la plupart d'entre eux sans proposer de définition claire ou satisfaisante de la notion, alors qu'au même moment, d'autres disciplines, et notamment au Québec, la sociologie, la sociocritique, la philosophie ont proposé effectivement des propositions plus construites, mais qui n'ont pas été discutées, ou très peu discutées à ma connaissance, par les historiens, à l'exception de 2 ou 3 qui se trouvent d'ailleurs dans cette salle. Et l'examen du petit nombre de travaux se réclamant de l'imaginaire social montre des usages assez contrastés de la notion, car à la certitude concernant la nature de l'imaginaire vient s'ajouter d'autres incertitudes qui portent cette fois-ci sur la nature du social. Que veut dire vraiment social appliqué à l'imaginaire? Alors on perçoit immédiatement l'intérêt évident de rajouter social. On comprend bien sûr, ça veut qualifier l'imaginaire de social, c'est-à-dire le qualifier d'évolutif, de dynamique, de mobile, de contextuel, c'est-à-dire, pour aller très vite, d'historique. Hein, bien sûr. Et donc se démarquer de toute perspective en termes d'anthropologie structurale. Oui, l'adjonction du social vient donc nous rappeler que nous sommes clairement dans le domaine de l'histoire, de l'interaction des individus et des groupes, dans la production vive de l'histoire. Mais derrière cette affirmation de principe, cette imaginaire dans l'histoire, se cachent à mon sens au moins 3 acceptions très très différentes de la notion de social. La plus restreinte, mais aussi la plus productive,
la plus heuristique d'une certaine manière, c'est celle qui consiste à penser l'imaginaire social comme les différentes façons de décrire, de concevoir, de décrire, de représenter les composantes du monde social, les identités sociales. Cette approche est bien sûr celle qui est parfaitement résumée dans l'ouvrage du philosophe et historien polonais, mais devenu genevois, Bronisław Baszko, qui définit l'imaginaire social dans son livre « Les imaginaires sociaux » comme ce système cohérent, dynamique de représentation du monde social, ce répertoire des figures et des identités collectives dont se dote chaque société à différents moments de son histoire. Les imaginaires sociaux, dans cette perspective, seraient effectivement décrivent la façon dont les sociétés perçoivent leurs composantes, qu'il s'agisse de groupes, de catégories, de classes, de nations, de supranations, comment ils hiérarchisent leurs différences et élaborent leur devenir. Les travaux extrêmement célèbres de Benedict Anderson sur la nation comme communauté imaginée relèvent bien sûr de cette perspective, ou les travaux de Sarah Maza, qui arrivera demain, sur la bourgeoisie, comment a été inventée ou mal inventée ou récusée la notion de bourgeoisie dans la culture française, ou les travaux de l'historien britannique Dror Worman sur l'invention de la middle class dans la société victorienne, ou les travaux de l'historien britannique Patrick Joyce sur le peuple, the people, the invention of the people, de la notion de people, ou en France, les travaux de l'historienne Deborah Cohen sur aussi cette notion de peuple au XVIIIe siècle, relèvent très clairement de cette approche, c'est les imaginaires des mondes sociaux. Ce monde social d'ailleurs ne se réduit pas toujours à une simple catégorie, il peut se localiser dans des jeux de position, dans des jeux de relations sociales, dans les mécanismes de promotion, d'échéances sociales. C'est par exemple cette conception de l'imaginaire social que défend l'historienne française Judith Lioncan dans ses travaux sur les correspondances de Su ou Balzac et dans la façon dont les lecteurs se voient dans ces travaux. Les stratégies de disqualification sociale, de moralisation sociale, d'inculcation sociale répondent à ce même cahier de charges historiographique. Une seconde approche, différente, plus ample du social, me semble résider dans ces conceptions qui voient l'imaginaire social comme l'expression générale des désirs, des obsessions, des fantasmes, des anxiétés, des frayeurs, des préjugés, des croyances, bref, des sentiments généraux et des sensibilités collectives d'une société à un moment donné. Cette approche suppose l'existence, qui est problématique à mon égard, à mon sens en tout cas, de sensibilités capables de se diffuser, de se partager par-delà les distinctions de classe, de genre, d'âge, de race, etc., etc. Donc, suppose l'existence de larges phénomènes de sensibilité collective. C'est ainsi, par exemple, que des historiens comme Jean Delumeau, ou bien sûr Alain Corbin, l'ont utilisé. Le premier pour analyser les grandes peurs qui saisissent l'Occident à la fin du Moyen-Âge, le second pour analyser la révolution des sensibilités olfactives ou des transformations du regard portées sur le rivage au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Et le tout récent, il a 4 jours ou 5 jours maintenant, Violette Nausière, que vient de publier Anne-Emmanuelle de Martigny, ici présent, s'inscrit dans une telle perspective qu'elle propose d'envisager, non pas cette fois-ci à l'aune d'un vaste basculement collectif des sensibilités, mais à celui d'un micro-événement, l'affaire Violette Nausière, cristallisant dans le feuilleté de ces représentations, de ces expressions, les principales obsessions ou frustrations d'un temps ou d'une société, en l'occurrence celle des années 30. La dernière approche, plus structurelle, du social, consiste à s'inscrire dans le sillage plus direct de Cornelius Castoriadis et à considérer l'imaginaire social comme ce cadre qui institue l'ordre, les références et les normes générales du monde social. La référence à Castoriadis est ici évidente, postulant que toutes les sociétés s'auto-instituent sans aucun référent ni surdéterminant extra-social. Castoriadis, vous le savez, appelle social historique ce processus et considère qu'il se constitue dans un dispositif imaginaire, matrice de toutes les représentations sociales. Il rejette en ce sens-là, et bien sûr, toute approche en termes d'imaginaire de quelque chose, pour inviter à penser l'imaginaire comme un processus ouvert, un travail constant de sémiotisation de toute la réalité sociale. Le livre récent d'Alex Gagnon,
que vous connaissez bien sûr, va dans le même sens et propose lui aussi une définition synthétique que je me permets de citer, Alex. Par imaginaire social, j'entendrais, c'est Alex Gagnon qui parle, l'ensemble instable de représentations sociales par l'entremise desquelles les individus qui composent une société se représentent ce que sont et devraient être les autres qui les entourent, les institutions qui les gouvernent, le monde social dans lequel ils vivent, leur passé, leur présent, leur avenir, et enfin l'univers global, cosmique, dans lequel ils s'inscrivent. Fin de citation. Plus rien n'échappe, d'une certaine manière, à cet imaginaire dont les modes d'appropriation sociale demeurent, à mon sens, toujours un peu incertains. Cette tripartition du social me semble cependant plus didactique qu'intellectuelle, car ces trois acceptions du social me semblent s'imbriquer toujours en permanence. Penser les représentations d'un groupe ou d'une catégorie, dans le sillage par exemple de la proposition de Bashko, requiert nécessairement de mobiliser des analyses en termes d'affect et de sensibilité, et ouvre nécessairement à des analyses qui concernent la compréhension du monde social dans son entier. C'est en tout cas en ce sens que j'avais tenté il y a 4 ans de considérer la chose dans le livre que j'avais consacré à l'imaginaire des bas-fonds, puisque cette expression qui apparaît dans la France du début du XIXe siècle et dans d'autres langues à peu près dans le sillage, entendait bien décrire une composante du monde social. Les pauvres, les vagabonds, les criminels, les prostituées, à un moment donné, le début du XIXe siècle, où les transformations de tout ordre, social, économique, urbaine, industrielle, culturelle, religieuse, etc., modifient le regard porté sur les marges sociales. Donc c'était bien effectivement on est donc clairement face à un imaginaire social. Je veux dire par là que ce n'est pas qu'il n'y a pas de pauvres, qu'il n'y a pas de mendiants, qu'il n'y a pas de prostituées, qu'il n'y a pas de criminels. Bien sûr, il y en a, nous le savons tous, et il est peu probable qu'il n'y en ait plus un jour ou l'autre. Mais tout simplement parce qu'il est aussi moins que probable qu'il ressemble aux représentations horrifiées ou pittoresques qu'en offrent les récits contemporains. Ce qui fait que les intrigues, les récits et les descriptions qui en émanent, et qui nous dépeignent donc un fragment du monde social, mobilisent tout autant un large univers sensible et sensoriel et participent à la construction de l'ensemble du social. Mais le social, sauf à le doter d'une dimension pensémique, ce que je me refuse à faire ici et qui, à mon sens, en affaiblirait le sens, ne me semble pas épuiser les potentialités de l'imaginaire dont 2 autres expressions me semblent historiquement déterminantes. Je veux parler du temps et de l'espace. Une seconde forme d'imaginaire historique me semble en effet pouvoir être traquée dans ce que j'appelle l'imaginaire temporel. Et c'est effectivement ce qui a nourri le travail que j'ai mené ces dernières années, par exemple sur la notion de belle époque, et qui se poursuit actuellement dans tout un travail collectif sur d'autres noms du temps, d'autres chrononymes pour parler en langue savante. On sait en effet que les sociétés découpent le temps pour l'appréhender. C'est le principe très classique de la périodisation. Opération indispensable pour ordonner notre perception et donc organiser notre maîtrise du temps. Mais nous savons aussi que toute périodisation procède toujours d'un arbitraire, d'une découpe artificielle, d'un coup de force, car la nature du temps est précisément de résider dans sa durée. C'est tout l'enseignement plus que centenaire de la philosophie bergsonienne. Et l'on sait bien sûr que toute périodisation escamote cette notion de durée. On sait aussi que toute périodisation est une construction historique qui entraîne avec elle des imaginaires largement commandés par les contextes postérieurs qui leur donnent forme. Mais la découpe du temps s'accompagne aussi de désignations et de dénominations singulières. Ces noms qui ont fait l'objet de travaux de linguistes, lesquels linguistes ont établi de très très nombreuses catégories, praxonymes, chrononymes, héméronymes, toponymes, événementiels, j'en passe, peu importe, sont des termes que nous utilisons très fréquemment pour ordonner notre appréhension du passé. Des termes qui possèdent le pouvoir singulier, je cite la linguiste Laura Calabrese, je cite, d'éveiller la mémoire des faits par la seule mention du nom. Oui, mais nous savons aussi que ces noms, qu'il s'agisse de Moyen-Âge, de Renaissance, de Belle Époque, d'années folles, d'entre-deux-guerres, de 30 glorieuses, de grande noirceur, nous savons aussi que ces noms charrient avec eux tout un imaginaire fort, toute une théâtralité, toute une dramaturgie,
qui viennent engauchir l'historicité propre et donc le sens. Élucider les chrononymes, leur contexte, leur modalité d'élaboration, leurs usages, leurs fonctions, apparaît donc effectivement comme une indispensable opération historique, surtout pour les époques les plus postérieures à la Révolution française, où on a eu comme un tournis, comme une multiplication de ces réflexions sur le temps. Or, la plupart de ces expressions continuent d'être utilisées de façon naturelle, en dépit des imaginaires historiques très forts qu'ils portent. Vous connaissez sans doute tous la formule enfin les historiens la connaissent, la formule très célèbre de Lord Acton, qui, dans sa leçon inaugurale en Grande-Bretagne en 1895, écrit « Study problems, not periods ». Et bien sûr, on sait qu'étudier les problèmes et pas les périodes, ça a été le grand programme de l'historiographie des annales, par exemple, oui. Mais la seule chose que j'ai envie de dire, c'est quand la période devient le problème, alors peut-être faut-il l'étudier. Décrypter un imaginaire temporel, comme ce que j'ai tenté de faire avec la Belle Époque, c'est comprendre aussi comment des sociétés produisent des imaginaires qui interprètent, investissent et réinventent des segments entiers de leur passé. L'opération n'est pas simple. Elle exige de mener de front, voire d'articuler plusieurs enquêtes entremêlées. Saisir les voies plurielles par lesquelles les contemporains eux-mêmes ont perçu, décrit, nommé leur temps, leur conscience de vivre ou non une époque singulière, en bref leur historicité, au sens que l'anthropologue Marshall Sahlins a donné à ce terme, je cite, les modalités de conscience de soi d'une communauté humaine. Mais elle invite aussi l'opération à décrypter les multiples perceptions et usages du temps que les sociétés ultérieures, que les périodes ultérieures, ce qui nous inclut et ce qui inclut l'historiographie dans le scénario, ont fait d'un temps. Cet ensemble, désignation, remémoration, réinvention, d'un temps que l'opération fait sens. Car aucun temps n'est jamais fixé ou arrêté, et aucun temps est encore moins linéaire. Entre le présent de l'historien et le passé de sa quête, viennent s'immiscer une multitude d'autres temps, des présents, des passés, d'hier, qui interfèrent sur son objet. Prendre au sérieux et décrypter les imaginaires temporels que charrient les noms du temps, tout comme d'ailleurs les autres formes de l'histoire, nous aide à considérer le passé pour ce qu'il est, une réalité mobile, changeante, historique, travaillée par les hommes et les femmes qui les ont habités, mais aussi par les regards, les lectures, les déplacements que les époques ultérieures lui ont fait subir. Il nous invite donc à penser notre rapport au passé dans un entrelac d'interactions, nous aide à comprendre cet enchevêtrement de temporalité qui est aussi un imaginaire. Mais il est, je terminerai avec cela, une troisième forme qui me préoccupe actuellement de ces imaginaires et qui semble venir opportunément compléter les approches historiennes de l'imaginaire. Elle concerne l'espace et ce que je qualifierais volontiers d'imaginaire spatial. Car l'espace, tout autant que le temps ou les composantes du monde social, fait l'objet d'appropriations individuelles ou collectives qui le dotent d'un certain nombre de caractères, d'attributs ou d'espérances propres à marquer l'identité des lieux, à nourrir leur mémoire, à influer les gestes, les actes, les comportements de ceux qui les habitent ou de ceux qui les parcourent. L'espace peut être d'ailleurs plus que le temps, notait Gaston Bachelard dans sa poétique de l'espace, lorsqu'il invitait chacun à dresser, je cite, le cadastre de ses campagnes perdues. Car s'il est presque impossible de penser la durée abolie du temps bergsonien, il est en revanche très facile de penser un espace promu comme une sorte de conservatoire des fossiles de la mémoire. Comme pour les autres formes d'imaginaire, la dimension performative est ici essentielle. Il existe des lieux symboliques, des lieux maudits, des lieux d'espoir. L'espace, qu'il s'agisse d'une simple topographie, de paysages, ou d'édifices ou de bâtiments, est investi de sentiments, d'émotions, d'affects, de croyances, qui peuvent commander des pratiques et commander des actes. Cette identité des lieux était en un sens l'un des grands enjeux du projet de Pierre Nora, les lieux de mémoire, même si la notion de lieu chez Nora incluait des lieux idéals, comme les symboles, les devises, mais il incluait aussi des lieux réels, le mur des Fédérés, la tour Eiffel, Alésia, Lascaux, ce que Nora a nommé les hauts lieux. Toute la problématique contemporaine du patrimoine, si forte depuis une trentaine d'années, s'organise aussi autour de l'investissement historique et sensible et mémoriel
des lieux. Mais ce que j'entends par imaginaire spatial, avec d'autres, est plus ample. Je postule que certains lieux sont investis d'appropriation sociale, au sens qu'ils produisent des interactions sociales, qui leur donnent des significations fortes, et donc des significations historiques, changeantes, inscrites dans le mouvement diachronique, et donc susceptibles d'analyse historique. Ça peut recouper des interrogations très classiques. La France, la terre, la ville, ou des lieux beaucoup plus précis. Un des meilleurs exemples, bien sûr, peut être fourni par le livre très célèbre d'Alain Corbin, Territoire du vide, qui met au jour la profonde transformation d'un lieu, le rivage, qui passe d'une appréciation très négative à la progressive appropriation d'un espace récréatif de plaisir et de bien-être. Stéphanie Sauget, ici présente et qui vous parlera tout à l'heure, consacra dans une même perspective un très beau livre aux gares parisiennes, qu'elle envisage non pour elle-même, mais comme un laboratoire où, je la cite, s'invente, s'expérimente et se partage des perceptions, manière de voir, manière d'écouter, manière de sentir, de nouveaux usages du temps par exemple, donc un nouvel imaginaire qui engendre de profonds bouleversements de nature anthropologique. L'histoire des maisons hantées, que la même historienne, publiée en 2011, relevait d'une même démarche, saisir des lieux porteurs de croyances, des lieux porteurs de représentations, de pratiques dont il importait de sonder l'épaisseur. Des travaux similaires ont lieu en France sur les cimetières, etc. etc. Donc, écrire l'histoire des imaginaires spatiaux ne se réduit pas à retracer l'élaboration des lieux, étape essentielle, ni même à décliner les usages sociaux des lieux, étape également essentielle, mais elle invite à saisir l'identité et surtout la manière dont des lieux peuvent affecter des sentiments, des comportements, des actes, donc dans des séquences historiquement déterminées. Dégager l'esprit des lieux, sonder leur épaisseur, leur densité, c'est tenter d'apprécier les formes de ce que Henri Lefebvre appelait l'espace vécu, d'appréhender le spectre d'émotions, d'affects, de sensations qui nourrissent l'expérience sensorielle et mémorielle des lieux, elles-mêmes productrices d'imaginaire. Car nos expériences des lieux et les relations que hommes et femmes entretiennent avec les espaces qui parcourent me semblent dessiner des régimes de spécialité, des espèces d'espaces, pour parler comme Pérec, où convergent les souvenirs, les désirs, les attentes, les frustrations. En résultent ces imaginaires spatiaux profondément modelés par l'histoire des individus, autant que des lieux investis aussi parfois de significations lourdes et pérennes. En un sens, cet imaginaire des lieux inverse presque la vieille perspective de la médecine néo-hippocratique de la fin du XVIIIe siècle. Vous vous souvenez qu'elle fondée sur la théorie des humeurs, elle voulait nous donner à penser que les lieux impulsent en quelque sorte ou donnent des tempéraments, des types, des comportements aux individus. Rappelez-vous, dans Balzac, dans Ferragus, nous parle des rues assassines. En quelque sorte, ce que j'entends par imaginaire spatial inverse la perspective, puisque ce sont non pas les lieux, mais les individus, effectivement, qui, par les significations, la mémoire ou l'identité qu'ils donnent aux lieux, leur confèrent un esprit. Mais celui-ci, une fois élaboré, et s'il reste actif, c'est-à-dire donc dans une séquence historiquement déterminée, peut peser et pèse lourdement sur les sentiments et les comportements. Je termine. L'espace, le temps, la société. N'est-ce pas précisément le croisement, l'interaction de ces trois éléments qui produisent ce que l'on a pris l'habitude d'appeler l'histoire? Prendre la mesure des représentations croisées et dynamiques de ces trois composantes, le temps, l'espace, la société, n'est-ce pas précisément se donner les moyens d'écrire une histoire compréhensive, avant tout soucieuse de comprendre comment celles et ceux qui nous ont précédés ont perçu, pensé et donné sens à leur monde? Un dernier mot pour finir. Cette histoire des imaginaires, pour laquelle je plaide, n'est pas, on l'a vu, une approche radicalement nouvelle. Les objets qu'elle traque ont souvent trouvé refuge sous d'autres appellations. Les représentations collectives de la sociologie durkheimienne, l'outillage mental, façon Lucien Febvre, les mentalités ou les sensibilités collectives de l'anthropologie historique des années 70, les systèmes de représentation maniés par l'historiographie d'Alain Corbin ou de plusieurs de ses élèves. On pourrait donc sans doute s'interroger sur la pertinence ou l'intérêt de rajouter une couche, de rajouter une dénomination,
la pertinence de repenser la chose en termes d'imaginaire. Qu'est-ce que ça nous permet vraiment de mieux comprendre? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Quel gain méthodologique, épistémologique, heuristique, le recours à cette notion d'imaginaire, social ou autre, peut-elle apporter aux historiens et aux sciences sociales? 3 me semblent, en tout cas, sinon décisifs, pouvoir être donnés à penser. Le premier concerne les hiérarchies de longue date établies entre le réel, j'entends par là l'univers des choses sérieuses, des choses solides, des choses tangibles, des choses légitimes, donc, et le monde inconséquent et fantaisiste des productions imaginaires. Mettre au jour les configurations imaginaires du temps, les configurations imaginaires de l'espace ou les configurations imaginaires de la société, comprendre leurs modalités d'élaboration, leurs modalités de diffusion, évaluer la façon dont elles peuvent commander des sentiments, des actes, des comportements, c'est concevoir un réel plus complexe, un réel plus exigeant, c'est descendre au plus profond de sa fabrique, c'est admettre qu'il n'est peut-être qu'une simple catégorie de l'imaginaire lui aussi. Le second grand bénéfice de la notion, et ce n'est pas forcément une nouveauté, réside dans l'extension, voire même dans ce que l'on peut appeler la libération du régime des sources qu'autorise le recours à la notion d'imaginaire. Bien davantage, dans le sillage de l'histoire des mentalités ou de l'histoire des représentations, mais bien davantage que l'histoire des mentalités ou de l'histoire des représentations, l'archéologie matérielle des productions de l'esprit, à laquelle invite toute histoire des imaginaires, fait voler en éclats les grilles esthétiques, académiques, canoniques, usuelles, lève surtout l'hypothèque pesant sur le régime des fictions promues de fait au même rang que tout autre type de source légitime. Ce n'est plus seulement de description dense dont il s'agit, mais de sources denses, faites de l'enchevêtrement sans limite des traces qui nous viennent du passé, quelles qu'elles soient, quoi qu'elles nous disent, et dont l'expertise est à mon sens la seule fonction légitime et propre de l'histoire. Sans nier la possibilité de convergence, de concrétion ou de figure ordonnatrice, d'imagination constituante donc, elle insiste aussi sur la dimension plurielle des manifestations de l'imaginaire qui sont toujours le produit de logique, de position, de stratégie sociale et donc aussi de lieux, d'enjeux, de pouvoir. Pensez enfin, l'histoire en termes d'imaginaire interroge, me semble même, la nature même de notre réflexion, qu'elle invite d'historiens, qu'elle invite à se garder de tout triomphalisme, à commencer par celui tellement bête, tellement illusoire, mais aussi tellement fréquent, qui consiste simplement, que procure le simple fait de venir après les autres. Immergé au sein de configurations mobiles et en constante évolution, configuration dont il est lui-même partie prenante, l'historien ou l'historienne y perd quelque chose de sa superbe dans cette histoire des imaginations, et c'est tant mieux. Car, sans rien abdiquer de sa mission, rester au plus près des documents qui nous viennent du passé, en spécifier la nature, en spécifier la construction, en spécifier les intentions, bref, en dire la vérité, l'historien ou l'historienne prend conscience que son discours relève aussi d'un imaginaire, celui que chaque société, chaque moment, et parfois même chaque individu, entend produire sur le temps, l'espace et le monde social qui sont les siens.